Eh bien, nous allons débuter la séance de cet après-midi par une question aux apparences marginales. Le thème qui m'a été suggéré par les organisateurs du colloque, l'école des chartes et l'histoire de la langue, peut en effet paraître surprenant. L'école des chartes ne dispense pas d'enseignement spécifiquement consacré à l'histoire de la langue. Elle ne l'a jamais fait. Et rarement, les sujets de thèse qu'elle propose relèvent précisément de la linguistique historique. La thèse de Gaston Paris sur le rôle de l'accent latin dans la langue française apparaît plutôt comme une exception. De fait, en linguistique historique, la contribution de l'école est plutôt indirecte. Elle n'en est pas moins considérable. Et pour le montrer, je m'en tiendrai au français, mais le propos pourrait s'élargir à l'occitan et au latin que l'école traite avec la même attention. Dans mon bref exposé, l'école des chartes sera représentée par tous ceux qu'elle a formés, et pas seulement par son corps enseignant. En somme, on se demandera ce que la linguistique historique du français doit aux archivistes paléographes. L'histoire de la langue se fonde en grande partie sur les éditions de textes propres à fournir les attestations utiles. De fait, l'histoire de la langue n'existerait pas sans l'effort philologique de l'établissement des textes et de leur interprétation. Or, l'apport de l'école est dans ce domaine, comme chacun sait, de tout premier plan, tant elle pratique avec constance l'édition de textes littéraires et plus encore de textes scientifiques ou techniques, ou tout particulièrement de chartes. On sait que les techniques éditoriales doivent à l'école des orientations déterminantes. Tous les éditeurs de textes apprécient le guide procuré par Françoise Vieillard et Olivier Guyot-Janin, Conseil pour l'édition de textes médiévaux, première édition en 2001, augmentée en 2014. L'ouvrage s'inscrit dans une longue tradition marquée par des figures éminentes. On pense tout particulièrement aux règles d'édition suggérées dès 1908 par Paul Meyer, alors directeur de l'école, à l'usage de la Société des anciens textes français qu'il venait de contribuer à créer. Ces règles ne sont pas tombées en désuétude, bien au contraire. Dès les débuts, les responsables de l'école ont été de savants éditeurs de textes historiographiques et littéraires. Louis Douay d'Arc, éditeur entre autres des chroniques de Monstrelet, Antoine Leroux de Lincy, éditeur d'un recueil de farces, moralités et sermons joyeux, Francis Guessard, qui a procuré notamment les 10 volumes des anciens poètes de la France. La liste serait longue des éditions de textes littéraires dues à des archivistes paléographes. L'école des chartes est comme au centre de l'activité éditoriale. Les éditeurs de textes à la fin du XIXe siècle et au début du XXe sont pour la plupart anciens élèves de l'école. Et quand ils ne le sont pas, très souvent, ils ont suivi les cours en auditeur libre. C'est le cas, par exemple, de Mario Roch. Sans oublier les éditions d'Ernest Langlois, certes trop interventionnistes, mais toujours intéressantes. Ainsi pour le couronnement Louis, pour Robin et Marion, pour Adam le Bossu, et plus encore pour le roman de la Rose. Sans oublier non plus l'édition excellente de Commune, due à Joseph Calmette. On citera parmi beaucoup d'autres les éditions de Robert Bossuat, en particulier de Bérinus,
celle de Clovis Brunel, en particulier de la fille du comte de Ponthieu, et plus près de nous, celle de Jacques Monfrein, en particulier de Joinville, celle de Geneviève Azenor, en particulier de Jean Lefebvre et de Pierre Crapillet, ou de Frédéric Duval, par particulier de Sébastien Mameraud, d'Octavien de Saint-Gelais et de Guillaume Tardif. Il y a là, pour l'histoire de la langue, un fond irremplaçable. Mais l'effort de l'école va tout particulièrement du côté des textes non littéraires, surtout des chartes, son domaine d'élection. Depuis Louis Douai d'Arc et ses publications d'inventaires de Jeanne de Boulogne, de Jeanne de Presles, épouse de Raoul de Presles, de Pierre Cardonnel, les thèses de l'école ont régulièrement enrichi la documentation. Des historiens de premier plan issus de l'école ont édité des documents devenus indispensables à l'historien de la langue. Ainsi, notre confrère Jean Richard, au départ archiviste paléographe, a procuré en 1962 les documents chypriotes des archives du Vatican et en 1983 le livre des remembrances de la secrète du royaume de Chypre. On ajoutera que les documents édités sont d'autant plus profitables que leur accès est désormais facilité par la voie électronique. Là aussi, l'école joue depuis peu un rôle important. Sont ainsi rendus accessibles le recueil de documents concernant le Poitou, jadis édité par Paul Guérin, les testaments enregistrés au Parlement de Paris sous le règne de Charles VI, édité par Alexandre Thuetet et complété par Marion Chaigne, le formulaire d'Odard Morchen, édité par Olivier Guillet-Chanin et Serge Lusignan. L'historien de la langue en profite très largement. Mais il y a plus. De fait, durant la seconde moitié du XIXe siècle, la linguistique historique et l'édition critique ont progressé conjointement. Et l'école des chartes a pris dans ce développement une part déterminante. Gaston Paris et Paul Meyer, tous deux archivistes paléographes et tous deux, soit dit en passant, membres de notre académie, ont particulièrement contribué à l'émergence de l'édition critique en lien étroit avec la grammaire historique. Gaston Paris a pu suivre en 1856-1857 l'enseignement de grammaire comparée dispensé à Bonn par Friedrich Dietz, et il en a été très impressionné. Avant même la création officielle de l'École des hautes études en 1869, Victor Duruy, dès 1867, l'avait chargé d'un cours intitulé « La grammaire historique de la langue française ». On comprend ainsi que pour le jeune Gaston Paris, qui consacrait alors ses premières recherches à la vie de saint Alexis, l'édition de textes soit devenue indissociable de la linguistique historique. L'édition de la vie de saint Alexis, poème du XIe siècle avec Léopold Panier en 1872, est précédée d'une étude magistrale de la langue du manuscrit L, le plus ancien, copié en Angleterre. Les éditions de Gaston Paris qui ont suivi illustrent toutes avec force ce lien fondateur, successivement les chansons françaises du XVe siècle, les miracles de Notre-Dame par personnage en 7 volumes, publiés en collaboration avec Ulysse Robert, suivi d'un volume de glossaires et de tables dû à François Bonnardeau, le roman des 7 sages, la vie de Saint-Gilles, Merlin en 2 volumes en collaboration avec Jacob Ulrich, enfin le mystère de la passion d'Arnoul Gréban en collaboration avec Gaston Reynaud. Partout, la phonétique et la morphologie historique, la variation dialectale, la distinction, notamment par les rimes, de la langue présumée de l'auteur et celle du scribe, alimentent les options éditoriales. L'apport de Paul Meyer, l'ami proche de Gaston Paris, va tout à fait dans le même sens. Comme on sait,
Paul Meyer était avant tout un extraordinaire découvreur de sources inédites. Pour lui, la philologie supposait toujours le retour aux fonds d'archives et de bibliothèques. Chargé par notre Académie d'une mission dans les archives de l'Est de la France, il a retrouvé à Chalon-sur-Marne l'unique manuscrit que l'on croyait perdu de la chronique de Jean le Bel. En 1861, il a découvert à Londres l'histoire du Guillaume de Maréchal, qu'il a ensuite édité en 3 volumes entre 1891 et 1901. Paul Meyer a procuré des éditions critiques qui, pour être parfois remplacées par des éditions plus récentes, n'en conservent pas moins une inestimable valeur, et toutes tirent parti de la linguistique historique. Successivement, Brun de la Montagne, le débat des héros de France et d'Angleterre en 1877, la seule édition encore aujourd'hui disponible, Raoul de Cambrai, en collaboration avec Auguste Legnon en 1881, La vie de Saint-Grégoire, les contes moralisés de Nicole Boson, l'histoire du Guillaume le Maréchal. L'activité de l'éditeur de texte va dès lors explicitement en direction de la lexicologie. Ainsi, tout un pan de l'introduction peut être consacré à la langue du texte, voire à celle du scribe, une aubaine pour l'historien de la langue, et un glossaire détaillé vient faciliter l'intelligence du texte, de quoi alimenter l'histoire du lexique. Ce qui est vrai des textes littéraires, les plus encore des chartes. Une place toute particulière revient à cet égard aux documents linguistiques de la France et de la Belgique romane, publiés en 7 volumes sous la direction de Jacques Monfrein. Comme le titre l'indique, la nouveauté est que ces volumes visent explicitement à présenter les chartes comme des documents linguistiques. Leur place dans l'histoire de la langue devient dès lors tout à fait centrale. Et la magistrale introduction de Jacques Monfrein est un cours d'histoire de la langue. Au reste, l'attention portée aux faits de langue dans les chartes est ancienne à l'école. À preuve, la thèse de Charles Bonnier, dès 1888, intitulée « Études linguistiques à propos des chartes en langue romane » de Douai. Mais c'est Jacques Monfrein qui a véritablement ouvert pour les chartes la voie d'une édition critique comparable par sa richesse linguistique à celle des textes littéraires, et cela dès son recueil des chirographes de Mons. Les faits linguistiques y sont présentés avec la plus grande minutie, en l'occurrence les faits wallons. Par-delà l'édition critique, littéraire ou non, l'école contribue d'une autre manière encore à éclairer l'histoire de la langue. Pour traiter correctement des mots, il faut des lumières sur la réalité que les mots désignent. Les mots ne vont pas indépendamment des choses. Wörter und Sachen, dit la philologie allemande. Comment définir les mots en ignorant les choses que les mots désignent? L'historien chartiste apporte là au lexicologue un savoir indispensable. Le linguiste s'intéresse avant tout à la forme au sens de Ferdinand de Saussure, aux oppositions pertinentes qui structurent le lexique. L'historien se préoccupe de la substance des vocables. Il vise les réalités que les mots évoquent. Les deux optiques se complètent. L'histoire de la langue est ainsi indissociable de l'histoire des techniques, de l'histoire des sciences, de l'histoire des institutions. Et dans cette perspective, l'apport de l'école est de grande importance. Ainsi, dans l'introduction à l'histoire de Guillaume le Maréchal, Paul Meyer consacre tout un développement à la place des tournois dans la vie chevaleresque,
le vocabulaire s'en trouve singulièrement éclairé. Dans le domaine de l'astronomie, autre exemple, l'ouvrage de notre regretté confrère Emmanuel Poul, ancien directeur de l'école, Les instruments astronomiques du Moyen Âge en 1983. Cet ouvrage est toujours à portée de main du lexicographe. Dans le domaine du droit, il faudrait citer toutes les publications de Paul Ourliac. Nous évoquons là des archivistes paléographes parmi les plus éminents. Plus généralement, en lexicologie historique, la référence est constante aux travaux de l'école, et tout particulièrement à sa revue, la bibliothèque de l'école des Chartes. À titre d'exemple, je voudrais dire ici tout ce que doit à cette revue le dictionnaire du moyen français. Le DMF lui emprunte plus d'1 millier d'attestations. Pour une cinquantaine de vocables, la bibliothèque de l'école des Chartes fournit la seule attestation connue pour l'époque, c'est-à-dire entre 1330 et 1500. Ainsi, apostille, petit document écrit qui expose les données d'une transaction destinée à servir de mémoire et de preuve, est illustré par un document de 1468. Attachoir, agrafe, l'est par un document de 1360. Chartrelle, document, charte, par un document de 1473. Fermette, traverse qui forme la partie supérieure d'une galerie fermée, par un document de 1497, etc., etc. Ailleurs, la revue permet d'ajouter dans les mots de faible fréquence une attestation précieuse, par exemple sous Bastisson, chambellanage, chantignol, chapelon, collecterie, etc., etc. La revue peut apporter aussi, dans les mots un peu mieux représentés, une première attestation, par exemple pour duplicata, frauduleusement, plateforme, repli, scandaleusement et d'autres encore. Ou bien la première attestation d'une locution, ainsi de la locution du sang au sens de la famille royale. Dans les mots fréquents, pour peu qu'ils aient des sens techniques, les exemples pris à la revue sont également en très grand nombre. Voyez par exemple l'article denier ou l'article lettre. Il arrive parfois que les contributeurs de la revue ajoutent des commentaires lexicologiques que le lexicographe reproduit très volontiers. Par exemple, toujours dans le DMF, sous Esch, Belossier, Tambulin, Trèche, Veueur et d'autres. Parmi les contributeurs les plus cités figurent Léon Miraut avec 140 références, Henri Moranvillers, 62, Jules Guiffray, 54, Henri Stein, 51, mais aussi, quoique un peu moins souvent, Charles Samaran et Robert-Henri Bautier. Il ne serait pas difficile de montrer que les références à la bibliothèque de l'école des Chartes sont également fort nombreuses dans le DEAF, le dictionnaire étymologique de l'ancien français qui s'élabore à Heidelberg, et naturellement à date plus ancienne dans les dictionnaires classiques de Godefroy et du FEV. Et comme nous évoquons la dette du DMF envers l'école des Chartes, je ne voudrais pas manquer de mentionner les archivistes paléographes qui ont tout particulièrement fait bénéficier l'ouvrage de leur science érudite. Daniel Jacquard, auteur avec Claude Thomasset et plusieurs collaborateurs d'un lexique de la langue scientifique. Frédéric Duval, auteur d'un lexique des Realia Romana. Le DMF puise sans compter dans ses ouvrages de grande qualité. Je voudrais citer aussi Nelly Andrieux, elle aussi formée par l'école. Son lexique excellent, consacré à l'épopée tardive et aux mises en prose, a malheureusement été interrompu par une maladie fatale. En résumé, l'école des Chartes tient, dans l'approche historique du français, une place de premier plan. Certes, son apport est généralement indirect,
puisqu'il se fait surtout par l'édition de sources textuelles et par l'illustration des choses que les mots désignent. Mais partout, les données recueillies, par la sûreté de leur transcription, par la justesse de leur interprétation, par l'ampleur de l'arrière-plan historique, sont pour l'histoire de la langue tout à fait indispensables. Mon vœu se formule en une phrase: que l'école des chartes de demain, puisqu'il est question aussi de l'école des chartes de demain, poursuive son œuvre dans la voie si brillamment tracée.